Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de devenir le premier groupe européen d'enseignement supérieur qui considère que la réussite des étudiants se mesure autant par leur employabilité que par leur épanouissement, leur contribution à un monde soutenable et désirable. Et puis c'est aussi notre effort de mobilisation de l'écosystème pour essayer de faire advenir ce monde plus désirable avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Donc il y a tout un travail à faire avec le tissu associatif, le tissu écologique, le tissu de tous ces acteurs de l'écosystème pour pouvoir faire des partenariats avec eux pour donner la possibilité à nos étudiants partout de s'engager. Bienvenue dans Cap Regen. Je suis Éric Duverger, le fondateur de la CEC, une association qui existe pour rendre irrésistible la bascule vers l'économie régénérative. Tout le monde en parle de cette nouvelle économie qui régénère au lieu d'extraire, mais le défi est immense. Dans cette saison 2 de Cap Regen, on va élargir les récits pour aborder de nouveaux modèles d'affaires, pour approfondir sur le social et sur la biodiversité. Bref, plus de régénération. Avec Cap Regen, nous donnons la parole à des dirigeants engagés au cœur de l'action. Bonjour Martin. Bonjour. Alors Martin, je te propose de faire un pacte. Ce pacte, il tient en 3 mots. Courage, parce qu'il en faut du courage pour s'embarquer dans l'aventure de la régénération. Authenticité, l'authenticité de notre échange. Et pragmatisme, on va essayer d'être le plus concret possible et de donner des exemples pour voir à quoi ressemble cette nouvelle économie. Alors les 3 initiales de courage, authenticité et pragmatisme, ça fait CAP. Alors Martin, CAP ou pas CAP ? CAP, Eric. Alors on se lance. Tu es passé par les bancs d'HEC et de l'INSEAD. Tu as fait toute une partie de ta carrière dans le monde des comparateurs d'assurance et de produits financiers. Tu as connu le monde des créations de boîtes, de la forte croissance et de la transformation digitale. Tu as été notamment le fondateur et le DG de LeLynx. Tu as été aussi CEO d'un grand site de comparaison de produits financiers en Angleterre. Tu as basculé dans le monde de l'éducation en 2019 avec Wizbee et tu as pris la direction générale du groupe AD Éducation en 2020. Il se trouve aussi que tu as fait le parcours de la CEC des Nouveaux Imaginaires en 2024. Merci d'être avec nous, Martin. Alors, pour démarrer, une petite question sur le lieu de nature où tu aimes te ressourcer. Merci Eric et merci de cette présentation. Moi, le lieu de nature qui me touche particulièrement, il est en forêt de Fontainebleau, qui est une forêt que je trouve incroyable près de Paris. J'ai la chance d'habiter dans le sud de Paris, donc c'est vraiment très proche et qui est un lieu où je me ressource assez régulièrement parce que c'est vraiment une mer verte et un bois très beau et très divers entre rochers, pins et sable. Et donc c'est un lieu où j'aime m'échapper de la ville et de ses tumultes. Est-ce que tu peux nous présenter ton groupe AD Éducation en quelques mots, en quelques chiffres ? AD Éducation, c'est un groupe d'enseignement supérieur. Donc globalement qui accueille des étudiants post-bac pour la majorité et qui les forme à une multitude de métiers. On a 23 écoles dans le groupe et on forme au total un peu plus de 42 000 étudiants. Donc on a à peu près 70 campus dans toute l'Europe et on forme à des métiers très divers, à la fois des métiers créatifs que sont les métiers du design, de la communication, du digital, de la création de parfums par exemple également, mais aussi des métiers plus généralistes avec des écoles de commerce, d'ingénieurs aussi, donc très tournés sur l'innovation et la tech, et des écoles de start-up, de digital, d'environnements digitaux. Donc une grande multitude de types d'enseignement, mais toujours avec des jeunes qu'on forme en les prenant pas forcément à la sortie du lycée, et puis qu'on va amener vers l'emploi et vers l'emploi qui correspond à leur passion. C'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de ces cursus. Le groupe, il existe depuis 2009, mais les écoles sont bien plus anciennes. On a des écoles qui sont centenaires et qui sont toutes des références un peu dans leur domaine, dans le domaine du son et de la musique, par exemple, dans le domaine de la publicité, dans le domaine de l'ingénierie. C'est vraiment des références. Par exemple, dans la communication, c'est l'École supérieure de publicité, qui est la plus vieille école de communication de France, dont on va bientôt fêter le centenaire. Dans le domaine du son et de la musique et du cinéma, par exemple, c'est la SAE. La SAE, c'est le plus grand
nom de formation sur tous les métiers d'ingénieur du son, de sonorisation, musique. On a la chance d'avoir des diplômés qui ont reçu des Grammy Awards, des Tony Awards, des Emmy Awards, et c'est une grande fierté. Et est-ce que le trait d'union ou le fil rouge de AD Éducation, c'est justement d'essayer d'être ceux qui font les passeurs entre la passion d'un jeune et son métier, en fait, sa vocation professionnelle? C'est vrai qu'il faut toujours trouver des traits d'union, d'expliquer pourquoi le groupe a une cohérence. Il l'a dans la notion de qualité, d'excellence académique que je mentionnais, dans l'importance des marques et des écoles qui ont leur stratégie de développement, leur positionnement. Mais il vient aussi de ces petites choses qui fait que tous les étudiants des écoles du groupe AD Éducation reçoivent quand même certains éléments dans leur parcours, des éléments qui les met en responsabilité par rapport à tout ce qui est les changements du monde, les changements climatiques, les changements sociaux, et puis également comment on arrive à les former vraiment de manière très professionnelle pour qu'ils puissent s'insérer et être compétents mais surtout heureux dans leur carrière qui commence après l'école. On sent déjà la passion chez toi pour le monde de l'éducation. Est-ce que tu peux nous dire peut-être ce déclencheur de ta bascule dans ta carrière à toi, puisque tu déployais ton talent plutôt dans le monde de la finance ou de l'assurance? Comment tu es tombé dans le monde de l'éducation? C'est toujours des hasards et probablement des passions. Alors familiales, il se trouve que j'ai une famille où il y a beaucoup de professeurs et de professeurs d'université ou d'école, mais au-delà de ça, c'est vrai que j'étais arrivé à un moment où de ma carrière et de ma vie où je me suis dit sur quoi on veut passer son énergie et son temps. Est-ce que c'est sur compter un taux de clic sur une publicité en ligne? Est-ce que c'est de savoir combien de ventes ont été faites hier? Ou est-ce que c'est aussi de réfléchir dans un projet plus large à quel impact on peut avoir, comment changer le monde, et pas seulement le faire à titre personnel. Il se trouve qu'à titre personnel, ça fait longtemps que je suis assez engagé sur des domaines liés à l'écologie, que j'essaie de faire attention, que j'ai tout le prototype du bon bobo parisien. Mais après, je me suis dit, comment on peut faire plus et dans quel domaine ça peut vraiment avoir un sens et transformer le monde, et l'éducation en était un. Et on parlera du travail qui a été fait à la CEC ou grâce au parcours de la CEC qui nous a permis de réfléchir à ça aussi en tant que groupe pour vraiment définir une stratégie qui est très liée au sens de notre activité, l'enseignement, à la responsabilité que ça donne pour transformer le monde et notamment par l'intermédiaire de nos étudiants. Donc tu as eu cette responsabilité dans le groupe AD Éducation et tu t'es embarqué en 2024 dans le parcours de la CEC des nouveaux imaginaires. Donc déjà peut-être nous dire pourquoi la CEC, cet appel, et tu étais prêt à donner de ton temps, consacrer de ton temps pour ce sujet, et peut-être aussi la particularité du parcours des nouveaux imaginaires, aussi pourquoi ça t'a interpellé. En fait, on a été contacté par la CEC par l'intermédiaire de notre école de publicité. L'ESP dont je parlais, en disant oui, il y a un parcours CEC Nouveaux Imaginaires, voilà le rôle que peuvent avoir les écoles qui forment à ces métiers de la publicité, de la communication, venez contribuer et participer. Et puis le sujet est remonté parce que est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, etc. J'ai dit c'est une très bonne opportunité, non pas pour le faire pour une école, mais pour vraiment engager le groupe dans cette démarche de la CEC. La majorité aujourd'hui du groupe est vraiment sur le domaine de la création au sens large, donc bâti des imaginaires, que ça soit par le son ou la musique, avec SAE, que ça soit par la communication avec le SP, que ça soit par des productions graphiques ou de produits avec Condé, etc., ou des films d'animation avec le CV. Toutes nos écoles, quelque part, produisent du créatif et donc produisent de l'imaginaire. Et donc, on avait notre place. Et donc, moi, j'ai voulu vraiment que ça devienne ce trait d'union dont tu parlais entre tous les étudiants et les écoles du groupe pour se dire, voilà, on va trouver aussi quelque chose qui est vraiment très, très commun dans le sens qui nous lie entre toutes les écoles et tous les étudiants, et on a utilisé quelque part la CEC pour nous aider à accoucher de cette stratégie avec le plus de détails possible. C'est pour ça que, d'ailleurs, à l'inverse de pas mal d'autres acteurs de la CEC, où c'est souvent un dirigeant et un Planet Champion, qui est plutôt quelqu'un qui va justement mettre en œuvre, j'ai fait la CEC avec Mélanie Viala, qui est la directrice générale adjointe. On était 2 dirigeants dans ce parcours pour justement pouvoir avoir la force aussi en interne de pouvoir emmener toute l'organisation et tendre vers ce nouveau cap qui est celui qu'on a vu dans la feuille de route de la CEC.
On va en parler de ce nouveau cap. On va descendre, en prendre du temps, aller en profondeur pour parler de cette redirection ou du sens qui peut être donné sur ton groupe AD Éducation. Peut-être juste avant, une question un peu personnelle. Qu'est-ce que le parcours CEC a pu venir invoquer ou peut-être faire bouger chez toi, à titre personnel? Comme je disais, moi j'étais engagé depuis longtemps à essayer d'avoir des bons comportements, à peu prendre l'avion, à me déplacer à vélo, etc. Enfin, tous les stéréotypes. Et donc j'allais à la CEC assez confiant, presque en me disant moi ça va. Et puis en plus en tant que dirigeant de groupe d'enseignement supérieur, ou d'éducation, on se dit on produit pas beaucoup de CO2 non plus, donc on y allait un peu serein. Et pour autant la claque a été assez dure. Et en fait il y a eu 3 claques ou 3 niveaux différents, et ça a été 3 déclics très forts dans la CEC. La première claque, c'était la première session, et comme maintenant les auditeurs peut-être le savent, la première session, c'est celle qui fait le plus mal, parce qu'on se met en face de la réalité des faits, de manière indéniable. Et il y a eu le docteur Saeb, je m'en souviens très bien, qui a eu cette phrase totalement naturelle pour elle, qui disait les enfants aujourd'hui vivront moins bien et moins vieux que nos parents. C'est une certitude. Et c'est vrai que coup, ça fait réagir en disant la situation, en première claque la situation est quand même très grave, et donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas juste en allant faire son vélo et qu'on va faire quelque chose. Donc ça a touché quelque chose de très sensible et très émotionnel sur on peut pas avoir ça, le savoir, et ne pas faire quelque chose au-delà de juste avoir des bons comportements quand même. Ce qui est néanmoins important. La deuxième claque, elle est venue un peu plus tard, quand on a fait un exercice sur justement les nouveaux imaginaires et les nouveaux récits, pour se dire, en fait, le secteur à lequel on forme, la communication, les métiers créatifs, les créations, ont une vraie responsabilité dans les imaginaires qui sont construits. Quand on a des écoles de cinéma, quel film va être produit? Tous les imaginaires de la deuxième moitié du XXe siècle sont basés sur beaucoup de productions culturelles, des films, des séries qui ont montré l'American Way of Life, d'avoir une maison, de voitures, et ça joue vraiment là-dessus. Et on pourrait se dire, ce rôle des imaginaires, il est important. Quand est-ce que demain il y a un plus belle la vie en co-living? Quand est-ce qu'on montre des habitudes qui sont différentes? Donc ça, c'est la deuxième claque. On s'est dit, OK, en fait, on doit faire quelque chose nous-mêmes. Et la troisième claque, elle est venue... on était donc avec des dirigeants du monde de la communication, qui étaient quand même assez perturbés aussi, parce que c'est des gens qui font des pubs, qui font des pubs pour des compagnies aériennes, ou tout ça, donc qui sont quand même en disant, qu'est-ce qu'on va faire? Des pâtes à tartiner. Et en fait, ils se tournaient vers nous pour nous dire comment vous allez former demain, qu'est-ce que vous faites? Et là, ça a invoqué quelque chose qui nous a aussi collectivement avec Mélanie chamboulé, pour dire, OK, en fait, il faut qu'on mette ça au cœur de ce qu'on veut faire. Et donc c'est de là d'où est née cette feuille de route, de ces claques successives qu'on s'est pris et qui m'ont touché émotionnellement à plusieurs niveaux. On peut pas juste donner la bonne conscience de dire non, mais nous on est dans un secteur qui produit pas beaucoup de CO2, donc c'est pas le problème. La réalité, c'est qu'on a 42 000 étudiants dans nos campus, et que on a une responsabilité sur qu'est-ce qu'on leur apprend, dans quel monde on les prépare à vivre. On avait cette intuition que les métiers pouvaient vraiment avoir un impact sur les nouveaux imaginaires, mais on est passé d'un état de conscience à un état d'urgence. Maintenant, il faut qu'on soit dans l'action. Et depuis la CEC, beaucoup de chantiers sont mis en œuvre, en disant maintenant, on peut plus juste faire comme si, il faut qu'il y ait des changements très tangibles dans comment on assume notre rôle d'éducation à des jeunes qui ont entre, la plupart du temps, 18 et 25 ans. Et qui ne sait pas seulement leur donner des compétences pour que demain, ils soient des bons professionnels. On doit le faire, évidemment. Mais c'est leur donner un sens et s'assurer qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas seulement s'adapter au monde, mais qu'ils doivent transformer le monde. C'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, dans le podcast Qu'après Gen, on entend parler de la claque, mais là, tu nous parles de la triple claque. Donc, ça va nous emmener encore plus loin. Est-ce que tu peux nous dire peut-être, en grand résumé, puis ensuite on va descendre, on va zoomer, mais c'est quoi les idées fortes qu'il y a dans cette feuille de route? L'idée forte sur laquelle on est arrivé, donc je vais essayer de la dire le plus naturellement possible, mais c'est évidemment le fruit de beaucoup d'itérations, de travail, de challenge aussi, que la CEC offre avec des pairs, et donc qui est travaillé, c'est de dire en fait, quel est l'objectif qu'on poursuit dans l'enseignement supérieur? Qu'est-ce qu'on cherche à faire?
Aujourd'hui, la plupart des écoles cherchent à transmettre des savoirs ou des compétences professionnelles et quelque part à rendre les étudiants prêts à l'emploi. Je le mets entre guillemets. Et en fait, tout notre écosystème de l'enseignement supérieur est basé là-dessus. C'est-à-dire les critères pour savoir si une formation est de qualité, ça va être globalement quel est le salaire à la sortie et quel est le type de contrat. En gros, pour le faire simple, en sortant d'école, si après 5 ans d'études, les étudiants ont dans les 3 mois qui suivent ou les 6 mois qui suivent le diplôme un CDI à 40 000 euros par an, super, on a une bonne formation. Si après 3 ans, ils ont un CDI à 30 000 euros, super. Et donc, c'est ça qu'on nomme dans notre secteur la réussite de nos étudiants. C'est une vision qui est quand même extrêmement étroite. Et c'est une vision qui ne correspond plus, je pense, aussi à la société d'aujourd'hui. Et j'ai 3 enfants, je ne crois pas qu'ils soient motivés par le salaire à la sortie de leur école. Ils sont obligés, qu'est-ce qu'ils vont faire, quel métier, mais c'est pas ça qui les motive. Et moi, en tant que parent même, c'est pas ça vraiment qui me motive pour eux. Et puis, pardon, en tant que dirigeant d'un groupe d'enseignement, c'est pas non plus super exaltant de se dire, nous, on est là pour former des jeunes qui vont toucher 40 000 balles à la sortie de l'école. Et donc, ce qu'on cherche à faire, et c'est ça le cœur de notre feuille de route, c'est de réinventer la notion de réussite. Que au-delà de se dire est-ce qu'ils sont engagés dans une carrière professionnelle, est-ce qu'ils sont conscients des réalités du monde, est-ce qu'ils sont engagés, est-ce qu'ils sont engagés dans des associations, dans des mouvements, est-ce qu'ils sont prêts pour le monde à venir, ils sont prêts à changer le monde, est-ce qu'ils donnent leur sang, ou même globalement est-ce qu'ils sont heureux? Question qu'on leur pose quand même rarement. Nous, on passe notre temps à faire des sondages sur les étudiants, et je pense que toutes les écoles font ça, mais on ne leur pose jamais la question, est-ce que vous êtes heureux? Et surtout en sortie de cursus. Et c'est des questions qui, en fait, doivent motiver, à mon avis, les parents, les jeunes et toutes les écoles. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de devenir le premier groupe européen d'enseignement supérieur qui considère que la réussite des étudiants se mesurent autant par leur employabilité, leur capacité à trouver un job à la fin de leurs études, que par leur épanouissement et leur contribution à un monde soutenable et désirable. Et c'est ça qu'on a mis au cœur de notre feuille de route. Est-ce que tu peux développer un peu cet imaginaire de réussite? Moi, j'aimerais qu'il regarde en tout cas ses études en ayant vu qu'il avait développé sa curiosité, sa passion, qu'il avait appris évidemment des choses. En fait, ça, c'est pour moi la base d'une école. C'est bien de pouvoir développer des compétences, des façons de faire, des techniques, mais aussi qu'il avait pu retrouver, ou en tout cas bien appréhender, cette capacité d'agir, ce pouvoir d'agir, c'est-à-dire cette conviction que lui-même doit être un élément de transformation du monde. Et qu'il soit dans une entreprise, qu'il soit à son compte, qu'il soit artiste, il a qu'il peut et qu'il doit en fait utiliser cette capacité d'agir, ce pouvoir d'agir pour transformer le monde tel que lui le souhaite. À nous lui donner voilà comment est le monde et voilà comment on peut souhaiter qu'il soit. Il faut faire attention de pas être trop prescripteur. De pas être prescripteur, mais il faut qu'il puisse se dire ok, en fait j'ai un rôle et je peux le faire. Et donc après et j'ai une responsabilité. À l'échelle du groupe, c'est ce qu'on a fait dans ce travail avec la CEC, c'est de se dire oui, on a une responsabilité. Maintenant, on sait qu'on peut le faire et on doit le faire. Donc voilà, on le faire au maximum. C'est ça, je pense qu'il regarde et puis parfois qu'il soit aussi indulgent à mieux comprendre ça, parce que je trouve que les étudiants sont toujours très exigeants avec leur école, à juste titre, ou leurs professeurs, ou leurs enseignants. Et il faut les remettre au bon niveau. Peut-être une question un peu impertinente par rapport à ce qu'on est en train de se dire. Pour challenger un petit peu ça, est-ce que finalement, en disant que au-delà d'un salaire de sortie, il y a cette vocation pour le groupe AD Éducation de donner du pouvoir d'agir et de l'envie de s'engager pour transformer le monde, la société vers cette jeunesse. Est-ce que finalement, on ne plaque pas notre projection, notre envie sur cette jeunesse? Et est-ce que finalement, l'aspiration profonde de beaucoup d'étudiants, c'est d'accéder à un certain niveau de vie et finalement le salaire resterait leur premier objectif? Est-ce que là, on n'est pas en train de leur mettre sur le dos, quelque part, quelque chose dont ils n'ont pas absolument envie?
Moi, je comprends très bien et c'est une vraie question. Déjà pour savoir où s'arrête notre responsabilité, c'est pas d'endoctriner des jeunes et la plupart des enseignants nous empêcheraient de le faire car ils ont une grande conscience de leur rôle et d'être comme ça des passeurs et pas des influenceurs. Donc peut-être en fait le salaire de sortie va être ce qui va leur importer aux jeunes. Il faut juste leur montrer qu'il y a plus et qu'il y a au-delà. Et nous, on veut s'assurer qu'ils aient ces éléments. Après, ils peuvent choisir de dire non, mais en fait, je m'en fous. C'est une proposition. C'est une proposition qu'on doit leur faire. Mais nous, on va se fixer des objectifs en fait là-dessus et de se dire comment on peut mesurer cet impact. Et puis après suivre combien d'étudiants sont arrivés à être heureux, engagés, conscients, tout ce qu'on a dit, épanouis au-delà de leurs compétences professionnelles. On n'a pas vocation à devenir des écoles de militants. On n'a pas vocation à créer un diplôme d'écolo, de militant, de zadiste ou que sais-je. On a là à leur dire voilà vos compétences professionnelles et c'est la base encore de notre mission. Voilà comment vous pouvez vous insérer dans la vie active avec toutes les armes, tout ce qu'il faut. Mais en plus, on va s'assurer que vous ayez eu accès à cette connaissance, vous avez pu vous mesurer, vous avez pu vous tester dans cet engagement, vous avez pu être inspiré. Et puis après, évidemment, à chacun de faire son boulot. Nous, je pense qu'en faisant ça, on fera bien notre boulot d'école. Après, c'est bien sûr aux jeunes de faire son boulot et sa vie. Hein. Cette jeunesse, elle est parfois désemparée, elle est parfois très engagée, elle est parfois en colère, elle est parfois en souffrance aussi. Est-ce que tu peux faire l'exercice de nous la décrire? Quels seraient les adjectifs peut-être que tu emploierais? Comment tu en parlerais de cette jeunesse? C'est un exercice très difficile, mais ça nous permettra de mieux comprendre les leviers de redirection. Bon, évidemment, je dois d'abord dire que c'est très difficile parce qu'il y a une grande diversité et que dire les jeunes, notamment quand on est un boomer, c'est toujours très généraliste et que chaque jeune a une individualité, une vie. Et nous, on a beaucoup de gens qui sont dans le domaine artistique dans nos étudiants et donc ils ont en plus leur singularité créative, donc leur vision du monde. Donc c'est probablement encore plus difficile de la décrire comme ça en quelques mots. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, ce que je peux l'avoir, mais je suis pas non plus sociologue dans le domaine, mais c'est qu'elle est en attente. Elle est en attente de quelque chose. Elle est en attente de quelque chose qui va la mobiliser, la faire réagir, la confronter, et qu'elle cherche. D'ailleurs, elle est curieuse, elle se déplace, elle voit, elle dialogue. Je veux dire, elle est dans la relation, et elle attend de mieux comprendre comment fonctionne le monde dans lequel on les projette, et puis eux, de savoir ce qu'ils veulent en faire eux-mêmes. Mais quelque part, c'est ça la jeunesse. Et de tout temps, probablement, les jeunes se sont interrogés sur comment s'insérer dans ce monde qu'ils ne comprennent pas forcément, qui est le monde d'adultes ou le monde professionnel. Albert Camus disait chaque génération a la vocation de changer le se croit voué à changer le monde. Exactement. Donc je pense qu'elle se croit en tout cas vouée, attendue pour changer le monde, mais qu'elle ne sait pas trop par où commencer. Et c'est pour ça quand je dis elle est en attente de pas forcément de réponse. Je sais pas si c'est des conseils, mais de choses qui vont la décider. Voilà. C'est un peu le sentiment que j'ai. Alors, ce que disait Camus, c'est à la remise du prix Nobel. Chaque génération se croit vouée à changer le monde ou à éviter qu'il ne se défasse. Peut-être cette génération, elle est particulièrement en attente aussi parce que le monde actuel, on sait qu'il doit changer de paradigme. Et que le nouveau paradigme n'est pas encore apparu. Donc ce que tu dis, ça qualifierait chaque génération, mais là, la jeunesse actuellement, en 2025, elle est peut-être au carré par rapport à ce sentiment-là. Mais en tout cas, moi, je ne la vois pas du tout défaitiste, résignée, je m'en foutiste ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle est prête à un combat quelque part. Elle veut savoir lequel et pourquoi et comment. Je pense que nous, chez l'éducation, on a beaucoup d'étudiants donc dans des domaines plus créatifs et donc plutôt un peu plus généralement en marge que peut-être des bataillons universitaires ou d'écoles de commerce qui sont plus en ligne. Donc c'est peut-être influencé par ça aussi que je réponds. Alors on va descendre peut-être justement dans ce qu'on appelle les leviers de redirection. Donc finalement, dans le concret, est-ce que tu peux nous décrire peut-être 2 ou 3 de ces leviers de redirection pour concrètement faire atterrir cette vision dans vos établissements ?
Bien sûr, et c'est ça qui a animé aussi la feuille de route, qui n'est pas qu'une aspiration, mais qui se traduit par des exemples très, très concrets. Et je vais les décrire rapidement, et puis peut-être faire un petit update de qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement depuis la CEC et depuis cette feuille de route. Le premier levier de direction, il est au cœur de notre activité, il est de repenser les programmes pédagogiques. Et ça peut paraître simple de dire on va vers un programme, mais c'est un chantier titanesque parce que c'est pas seulement dire et si on mettait un cours de développement durable ou d'environnement ou de changement climatique, la plupart des écoles le font aujourd'hui, mais c'est de se dire comment on pense nos programmes pour qu'ils donnent leur juste place, en tout cas à cette compréhension des enjeux du monde. Et ça passe par une multitude de cas concrets, de l'intitulé des formations, des volumes horaires, et donc des enseignants pour les faire, et dans tous les programmes. C'est-à-dire que c'est pas juste de créer un programme engagement et environnement. Oui, d'ailleurs, et même dans l'éducation supérieure, c'est devenu une contrainte légale d'avoir un minimum de modules justement sur les enjeux climatiques, mais c'est beaucoup plus que ça en fait la transformation que vous devez faire. Exactement, c'est vraiment d'aller dans chaque cours et d'interroger comment ils passent aussi ces messages-là. Et c'est pour ça que c'est long et c'est pour ça que ça s'appuie beaucoup sur les enseignants notamment qui doivent être ces vecteurs-là. J'y reviendrai après, mais pour nous aider à ce travail, grâce à la CEC, on a lancé ce qu'on appelle un projet coopératif avec d'autres membres de la CEC pour essayer de travailler ensemble à ce travail-là. Et donc, on crée ce qu'on appelle l'Académie des Nouveaux Récits, qui va être une plateforme à la fois documentaire, à la fois de formation, pour former les enseignants à ces problématiques-là, leur donner des cas concrets, des cas d'usage, leur montrer comment ils peuvent faire passer ces messages, et donc former nos enseignants pour qu'ils puissent former nos étudiants demain, et de la faire le plus ouverte possible. On va revenir sur cette Académie des Nouveaux Récits aussi parce que ça fait partie de votre feuille de route, mais ça fait partie de la feuille de route d'autres participants de la CEC. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est dans nos programmes, comment on arrive à changer à réintroduire ces sujets-là, presque matière par matière. Le deuxième, et il est très important aussi à mon avis pour embarquer tout le monde, c'est de dire quand on veut réinventer des objectifs de réussite, de se donner des objectifs concrets. Donc on s'est lancé dans la construction d'un système de mesure de la réussite qui prend tous ces éléments, pas seulement professionnels mais également d'engagement, d'intégration, et pour pouvoir interroger nos diplômés et de savoir comment ils se positionnent par rapport à ça. Et donc d'avoir une mesure, de fixer un objectif, d'avoir des plans d'action, tout ce qu'on fait dans l'entreprise pour pouvoir Oui, c'est comme la comptabilité en triple capital dans une entreprise. On ne veut mesurer pas que le profit financier, mais aussi de l'extra-financier. Et là, quelque part, c'est pas que le salaire de sortie, mais c'est de l'extra-financier aussi à votre niveau. Exactement. Ce qu'on mesurait avant au niveau de la formation, typiquement la satisfaction des étudiants, quelque chose qu'on mesure, mais on ne faisait plus ça sur nos diplômés pour savoir qu'est-ce qui se passait après. Or, l'impact qu'on a, il n'est pas immédiat, il est dans toute la carrière, ou en tout cas une partie, ou la première partie de la carrière de nos diplômés et de nos étudiants. Donc, on veut développer ce programme et puis faire des sondages à nos diplômés régulièrement pour pouvoir se mesurer par rapport à ça. C'est une obligation légale. 6 mois après leur diplôme, pour savoir est-ce qu'ils ont un emploi, combien ils gagnent, etc. C'est pour pouvoir satisfaire les obligations réglementaires. On pourrait très bien leur poser aussi d'autres questions à ce moment-là, s'intéresser à eux de manière plus précise que juste combien tu gagnes et où tu travailles. Et donc c'est comme ça qu'on veut prendre ce point-là, et ça me paraît très important parce que d'un coup on va se dire ok, on va être le premier groupe. Regardez, X% de nos diplômés sont épanouis après 6 mois ou après 2 ans, et donc jouer là-dessus. Mais ça me semblait en tout cas très important, après d'avoir réfléchi sur nos formations et nos programmes, d'avoir des mesures concrètes pour le mesurer et d'être encore plus dans le tangible. Voilà. Le troisième point, c'est d'être levier de redirection. Il est sur l'exemplarité aussi qu'on doit montrer. Donc, et les liens qu'on doit faire. Donc, en tant que groupe, on doit nous offrir à nos collaborateurs, à nos enseignants, la possibilité de mécénat de compétences, de formation, d'engagement, pour montrer par l'exemple aussi les choses. Et puis, pour que nos campus soient aussi des espaces régénératifs, ou en tout cas des espaces qui soient exemplaires dans leur prise en compte de l'environnement. Alors, pareil, ça c'est aussi assez compliqué. Chez l'éducation, on n'est pas propriétaire de nos campus, on peut faire des investissements, mais il y a plein de contraintes qui nous obligent et qui rendent les choses plus lentes. Et le dernier point le levier de redirection que je voudrais aussi mentionner,
Si on veut promouvoir l'engagement des étudiants, leur capacité à changer le monde, leur capacité d'agir, il faut leur donner cette possibilité-là. Donc il y a tout un travail à faire avec le tissu associatif, le tissu écologique, le tissu de tous ces acteurs de l'écosystème pour pouvoir faire des partenariats avec eux pour donner la possibilité à nos étudiants partout de s'engager, de goûter de voir ce que c'est, de le reconnaître dans leur parcours académique et d'avoir des liens avec ça. Et là, très concrètement, donc on a créé au cours de l'année 2024 la Fondation AD Éducation, qui agrège comme ça tous ces liens, qui finance également aussi, mais tous ces liens avec des associations, non seulement en termes financiers, pour soutenir certains éléments du monde associatif, mais également pour créer des partenariats avec nos étudiants partout et leur donner la capacité d'avoir un impact aussi sur ce tissu-là. Donc une feuille de route avec 3 grands leviers. L'exemplarité sur vos campus, le corps professoral. Et donc là, il y a un enjeu d'embarquement du corps professoral qui est majeur. Et puis, cette mesure, justement, et les questions qui sont posées après 6 mois ou 2 ans de carrière. Peut-être pour revenir sur celui qui me semble peut-être le plus gros challenge, qui est celui d'embarquer le corps enseignant. Est-ce que cette remise en question, de proposer des cas qui sont différents, peut-être un paradigme qui est différent, est-ce qu'il y a de la résistance au changement ou est-ce que, vis-à-vis du corps enseignant, tu sens qu'il y a de l'engouement et que tu commences à avoir de l'attraction de ce côté-là ? Bon, moi j'aime bien voir les verres à moitié pleins. On échange avec beaucoup d'enseignants qui nous disent « Ah bah oui, ces sujets-là sont des sujets importants, mais dans ma matière, comment vous voulez que ça joue ?» Ou qui disent « Bah on n'a pas vraiment d'éléments. Est-ce que vous connaissez des gens qui peuvent intervenir pour nous aider à former sur ces sujets ?» Donc il y a une attente quand même du corps enseignant de moyens. Et c'est ça, l'Académie Nouveau Récit, c'est une façon de leur donner accès à des choses pour les nourrir. Mais le ministère de l'Enseignement supérieur a également mis une plateforme en place avec des ressources, une ressourcerie. Et c'est capital d'embarquer le corps enseignant et de leur donner des moyens. Donc ça passe par de la formation, ça passe par des ressourceries, etc. C'est capital parce que sinon on n'arrivera pas à embarquer les étudiants. Et c'est évidemment un vrai talent de pouvoir construire des cours de cette façon-là. Et c'est assez facile de trouver des intervenants qui viennent parler 1 heure du sujet, partager leur expertise, leur vision, regarder. Mais c'est pas comme ça. L'enseignement, c'est des choses qui sont profondes, répétées, avec une méthode, une axe pédagogique. Et parler 1 heure d'un sujet, c'est quelque chose. Parler pendant 40 heures de sujet en faisant une progression pédagogique pour que les étudiants s'en imprègnent, c'en est une autre. Et c'est pour ça que c'est nos enseignants qui doivent prendre en main ce sujet-là et à nous de les aider là-dessus. Donc pas de résistance, en tout cas pas encore. On va voir comment ça prend, mais plutôt, je pense aussi, une attente et le faire avec eux en leur donnant des moyens plutôt que leur asséner soit des obligations sans les accompagner dans cette transformation. Est-ce que là, tu as un thermomètre pour sentir cet engouement ? Et finalement, ce qu'on rencontre beaucoup à la CEC, c'est des dirigeants qui parfois se sentent trop avancés par rapport à leurs équipes, parfois même en décalage, et qui trouvent de la solitude, en fait, dans cette transformation. Alors, on ne le mesure pas, mais l'enseignement n'est pas un secteur comme un autre, et c'est un type de métier que des gens ont souvent choisi, avec une vraie volonté d'avoir un impact positif sur le monde, sur les étudiants. Ils sont, je trouve, et j'ai travaillé, comme tu l'as dit, dans d'autres secteurs d'activité, très investis, très engagés dans leur mission. Alors, dans leur mission d'enseignement, dans leur mission de transmission, dans leur mission d'accompagnement des étudiants. Et donc, je mesure pas, et je sais pas si c'est nécessaire, tellement moi, je vois que des gens qui sont tendus vers la responsabilité qu'elle a leur envers ses étudiants et le moyen qu'on va leur donner pour y arriver. Et donc, je vois pas comment les enseignants pourraient ne pas accompagner ces changements du monde qu'ils perçoivent eux-mêmes très bien. Alors, juste avant d'aller parler de ce projet incroyable, l'Académie des Nouveaux Récits, peut-être une question. Vous avez une feuille de route qui est vraiment de donner sa pleine puissance à d'éducation pour la société. Est-ce que, dans ce contexte-là, l'IA peut être un vent porteur ou est-ce que c'est un vent perturbateur ?
ou même c'est game over pour tout ce qui est éducation. Vous voyez ça comme un risque majeur. Vous en êtes où par rapport à cette évaluation? Alors c'est une question qui nous traverse beaucoup, mais c'est une discussion qu'il y a dans toutes les écoles, tous les campus, toutes les salles de profs, je pense. Comment ça fait évoluer les choses, où ça les transforme. Donc évidemment, nous on s'en empare également. On a beaucoup d'éléments, on teste beaucoup, on essaie de travailler avec les enseignants pour se dire comment s'approprier ces sujets. C'est très différent évidemment dans une école d'ingénieurs que dans une école créative et de design, mais ça a quand même des enjeux forts. Donc je pense pas qu'elle porte quelque part notre feuille de route, parce qu'en fait ça donne encore un autre sujet sur lequel il y a vraiment un travail à faire. Il y a aussi potentiellement des leviers à actionner, il y a un plan à mettre en place, il y a former les enseignants sur ces problématiques, définir le cadre. Donc c'est un sujet qui se prend, mais l'enseignement, on a connu déjà d'autres de ce type. Notamment l'arrivée le digital, la PAO dans le domaine du design. Moi, je crois en tout cas que ça a des possibilités énormes dans l'enseignement, parce que ça permet de résoudre un problème qui est le problème fondamental depuis la création de l'école, qui est il y a moins de professeurs que d'étudiants, donc on les met dans des classes avec un professeur avec X étudiants. Ouais. Parce que si l'IA permettrait, selon comment il est utilisé, d'arriver pratiquement à une solution, on aurait un étudiant pour un professeur, et donc une adaptation à pour améliorer le résultat. Et on lit beaucoup toutes les évolutions, tous les tests, toutes les expériences qui sont menées, et c'est vrai qu'il y en a qui ont des résultats très flagrants de pouvoir aider les étudiants à mieux intégrer les notions, à mieux comprendre, de pouvoir redonner une place à l'enseignant qui est un peu différente, qui est aussi dans l'inspiration, le coaching, l'accompagnement. La supervision, l'accompagnement. Plus que dans la révolution du savoir en tant que tel. Ouais. Je trouve que ça a des possibilités énormes et potentiellement une révolution de l'école. Ensuite, c'est des révolutions qu'il faut prendre avec attention, précaution. Encore une fois, on a beaucoup de jeunes et beaucoup d'enseignants aussi, et donc il faut bien voir à quel rythme et comment on peut faire évoluer les choses. Même sur l'IA, tu es plutôt confiant sur les possibilités de levier, notamment pour s'adapter à chaque étudiant, en ayant cette capacité de s'adapter à chaque étudiant et donc de l'emmener chaque étudiant le plus haut possible. Alors on va parler de ce projet qui nous tient très à cœur dans la CEC, donc l'Académie des Nouveaux Récits, qui a été présentée en clôture du parcours des Nouveaux Imaginaires, qui embarque plusieurs participants. Donc c'est un projet de coopération. Est-ce que tu peux nous décrire ce projet ? Donc, je mentionnais tout à l'heure, on a un immense défi de pouvoir repenser des programmes pour les rendre plus adaptés à l'évolution du monde. Et ça va passer par un travail avec les enseignants. Or, on manque de moyens et de ressources. Donc, l'Académie Nouveaux Récits, c'est donc ce projet coopératif issu de la CEC et qui a permis comme ça de fédérer tous ces dirigeants, tous ces accueils de la CEC Nouveaux Imaginaires, qui ont dit moi je veux bien contribuer, vous donner des cas d'usage, vous donner des exemples concrets qu'on a avec nos clients, de vous mettre à disposition tous ces éléments pour pouvoir former vos enseignants et d'avoir comme ça une plateforme ouverte où on va pouvoir peu à peu changer, adapter les programmes et les contenus de chaque cours. Donc ça prend les formes d'une formation, une sorte de mini CEC pour les enseignants aussi, pour pouvoir les sensibiliser s'ils ne le sont pas. Et puis par une sorte de rendez-vous où physiquement on pourra comme ça échanger ces pratiques-là entre des professionnels et des enseignants pour voir comment alimenter, nourrir ces projets. On a eu un très grand accueil et très positif justement des participants de la CEC qui veulent contribuer pour beaucoup. Par exemple des groupes de communication comme Publicis. Exactement, par exemple. Publicis, et on les remercie, c'est mis comme partenaire de cette académie des nouveaux récits, et c'est formidable de pouvoir jouer sur la force du groupe Publicis aussi pour pouvoir alimenter en matériaux pour nos enseignants. Et puis au-delà, évidemment, et c'est l'une des ambitions qu'on a avec cette feuille de route, c'est d'être pionnier, de pouvoir inspirer
au-delà des écoles du groupe AD Éducation, le système d'enseignement supérieur. Et donc cette plateforme a la vocation après à pouvoir se diffuser pour que ce ne soit pas que la prérogative d'AD Éducation, mais qu'on puisse aussi l'ouvrir pour donner la possibilité à d'autres écoles du groupe d'avoir cette matière pour former les étudiants. Donc c'est à la fois, ça nourrit, c'est un projet très collaboratif et coopératif au sein de la CEC Voix Imaginaires. Donc on est ravis de continuer à faire vivre ce collectif. C'est un de nos leviers de redirection côté AD Éducation. Et puis c'est aussi notre effort de mobilisation de l'écosystème pour essayer de faire advenir ce monde plus désirable avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur. En tout cas, nous, la CEC, on va bien apporter à l'Académie des Nouveaux Récits, pour les écoles de management, tous les cas, les plus de 1000 feuilles de route d'entreprises qui ont fait la CEC, et tous les épisodes de Capregen aussi, où on décrit des transformations. Donc effectivement, il y a beaucoup de matière, et on sait que c'est par ces nouveaux récits qu'on va inspirer ceux qui ne sont pas encore embarqués pour aller vers ce nouveau paradigme et cette nouvelle notion de réussite que tu mentionnais tout à l'heure. On va doucement vers la fin de notre échange. Comment tu te sens là, quelques mois après le parcours CEC, toi, très personnellement? Je me sens enrichi de ces parcours, et encore une fois j'y allais en me disant bon voilà, je sais à quoi m'attendre, et en fait je savais pas du tout à quoi m'attendre, donc enrichi de ça, enrichi aussi des gens que j'ai pu rencontrer, avec lesquels on a créé un vrai groupe, et un groupe aussi de soutien, d'entraide, et j'aime pas le mot aligné parce qu'il est beaucoup utilisé, mais je me sens assez serein maintenant par rapport à la mission qu'on a pu donner au groupe et comment porter cette vision-là, et ravi de pouvoir la partager, entraîner, pouvoir aider la CEC, pouvoir contribuer par ce podcast ou par d'autres choses à faire valoir un peu notre vision et à continuer de la porter. J'espère aussi que ça pourra donner envie. Un nouveau parcours CEC se lance bientôt sur les mondes académiques, qui va réunir des écoles, des universités, des labos de recherche, et je pense que c'est clé qu'on arrive à vraiment avoir cet impact sur la jeunesse collectivement aussi, et donc très serein et content de pouvoir prendre ma part complètement, pleinement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et justement, peut-être une dernière question pour toi. Justement, tu as accepté de t'impliquer sur la réussite de ce parcours dédié au monde académique, donc la CEC du monde académique, où on invite toutes les institutions, les écoles, les labos de recherche à venir finalement procurer une bascule systémique du monde de l'éducation, un peu comme ce que tu incarnes. Finalement, quel serait ton message à quelqu'un, justement un ou une directeur général d'établissement, pour se lancer dans ce parcours? Premièrement, je les encouragerais à vivre cette expérience à titre personnel, qui est en fois riche, perturbante parfois, mais très féconde. Et puis, je leur dirais que c'est une opportunité de créer un lien différents avec leurs enseignants-chercheurs ou le labo de recherche, et puis leurs étudiants, et apporter un petit supplément d'âme à quelque chose qui parfois devient assez froid, qui est juste la transmission de savoir. Donc il y a ça à aller chercher, ce petit supplément d'âme qui, à mon avis, peut faire la différence aussi pour les étudiants, mais pour tous les collaborateurs et les enseignants, et notamment enseignants-chercheurs. Alors, on va rester sur cette idée du petit supplément d'âme, ce grand supplément d'âme. Merci pour l'avoir donné dans cette conversation. Moi aussi, la phrase que j'ai notée, qui m'a marqué, c'est réinventer la notion de réussite. Donc, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Je voulais te remercier pour ton courage. Le courage de t'être lancé dans le parcours, pour l'authenticité de ce qu'on vient de se dire, et aussi pour le pragmatisme, parce qu'il y a plein d'actions hyper concrètes que tu as lancées suite à la CEC. Donc voilà, courage, authenticité, pragmatisme, en route pour le Capregen. Merci Martin. Merci Eric. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous aider en laissant un avis sur votre plateforme d'écoute et en partageant l'épisode autour de vous. Vous contribuerez ainsi à rendre irrésistible la bascule vers l'économie régénérative. Merci.